Retenez votre souffle et regardez. Cet instant de la naissance, nous l'avons tous vécu. À l'origine de l'existence de chacun de nous, il y a un ovule fertilisé qui s'est développé dans un ventre maternel, un sein nourricier et beaucoup de soins et d'attention. Les mammifères dont nous faisons partie sont les seuls animaux à avoir adopté cette façon de donner la vie au terme de 4 milliards d'années d'évolution. Ce qui est surprenant, c'est que ce mode de reproduction est apparu à la suite d'une série de cataclysmes qui ont affecté la Terre. Il y a 250 millions d'années s'est produite la plus grande éruption volcanique que la Terre ait connue. Cette extraordinaire activité volcanique a provoqué de grands bouleversements dans l'environnement. Des découvertes récentes ont montré que cette catastrophe a entraîné la disparition de 95% de la vie présente sur la planète. Ce fut une période terrible. Mais lorsqu'ils eurent surmonté l'épreuve, nos ancêtres avaient acquis les caractéristiques uniques des mammifères. Cette période a vu la plus grande extermination d'espèces vivantes de toute l'histoire de la Terre. Mais elle a été suivie de la spectaculaire apparition des mammifères sur ces continents que dominaient les dinosaures. Pour quelles raisons nos ancêtres ont-ils alors commencé à protéger leurs petits dans les ventres maternels? Voici l'étonnante histoire de la naissance des mammifères. La plus importante extinction massive d'espèces vivantes de l'histoire de la Terre s'est produite il y a 250 millions d'années, soit 185 millions d'années avant celle des dinosaures que nous connaissons mieux. Mais on pense aujourd'hui que sans cette catastrophe, les mammifères ne seraient jamais apparus sur la planète. Le docteur Roger Smith du Muséum d'Afrique du Sud travaille depuis une vingtaine d'années à l'étude des fossiles de la région de Great Karoo. La strate, qui correspond à la période qui a précédé la grande extinction, affleure ici à la surface. Cette terre aride a remarquablement conservé les empreintes des animaux qui arpentaient les continents à cette époque. Voici d'incroyables empreintes de dinocéphale. Elles nous révèlent beaucoup de choses sur son mode de déplacement. Je vais essayer de marcher dans ces traces pour voir si je peux reproduire la démarche du dinocéphale. Cet animal devait mesurer 3 mètres de long, mais ce n'était pas un dinosaure. Des dizaines de millions d'années allaient encore s'écouler avant qu'il n'apparaisse. Alors quel genre d'animal avait bien pu laisser ses empreintes? On pense que des animaux très semblables aux mammifères d'aujourd'hui vivaient ici juste avant l'épisode d'extinction massive. Ce fossile est celui d'un herbivore appelé Diictodon. Il mesurait environ 50 cm et vivait dans un terrier, un peu comme un blaireau.
Voici maintenant Gorgonops, un carnivore de 3 mètres de long, doté de crocs acérés. Ce devait être un des maîtres du règne animal, comme les lions aujourd'hui. On pense que ces animaux se reproduisaient en pondant des œufs, comme les reptiles. Mais comme leur squelette et leur dentition présentent de nombreux points communs avec ceux des mammifères, on les a appelés reptiles mammaliens. Certains parmi eux allaient un jour évoluer pour donner naissance aux mammifères. Ces reptiles mammaliens sont moins connus que les dinosaures. Il est assez étonnant de découvrir qu'il existait alors une telle variété d'animaux de très grande taille, parfaitement adaptés, et qu'ils étaient en fait les lointains ancêtres des humains. Et cela au moins 50 millions d'années avant les dinosaures, de telle sorte que les dinosaures ne sont pas les premiers reptiles à avoir dominé la planète. Voici, selon le Dr Smith, à quoi devait ressembler le paysage terrestre juste avant la grande extinction. 100 millions d'années après la conquête des continents par des animaux qui étaient apparus au cœur des océans, de riches écosystèmes s'étaient développés dans différents endroits de la planète. Grâce à la vigoureuse activité photosynthétique des végétaux qui composaient ces vastes forêts, l'oxygène était présent en quantité dans l'atmosphère. Cette abondance avait favorisé la domination des reptiles mammaliens sur les continents. Parmi eux se trouvait le cynodon, un animal qui ressemblait à une fouine. En fait, c'est sans doute lui, notre ancêtre. Long d'une cinquantaine de centimètres, il se nourrissait principalement de poissons de rivière. Parmi les animaux contemporains de ces reptiles mammaliens, se trouvaient aussi d'autres reptiles appelés diapsides. Plus tard, ils donneraient naissance aux dinosaures. À cette époque, ils n'étaient qu'une espèce assez obscure, ce qui rend d'autant plus surprenante la future domination de la Terre par leurs descendants directs. Juste avant la grande extinction, l'écosystème que dominaient les reptiles mammaliens était particulièrement florissant. Mais il y a 250 millions d'années, il a été brutalement anéanti. On a examiné en détail les couches à partir de cette limite. Et de toute la faune du Permien, seuls 5% a survécu, ce qui signifie que 95% de la faune et de la flore terrestre de l'époque a disparu. Et les études effectuées sur les océans donnent des résultats similaires. C'est absolument catastrophique. En fait, c'est l'extinction massive la plus terrible dont on ait la trace. Qu'est-ce qui a pu causer la disparition soudaine de 95% des êtres vivants, plantes et animaux confondus? Et quelles conséquences un tel événement a-t-il eu sur l'évolution? Le sol de Great Karoo porte le témoignage de ce qui s'est passé à ce moment-là. Le Dr Smith a constaté un changement dans la couleur des strates de terrain. Celles qui datent d'avant la catastrophe sont d'une teinte gris-bleu. Juste après, elles deviennent brun-rouge. L'analyse de ces strates a montré que ce changement de couleur était la preuve d'une incroyable hausse des températures. Le Dr Smith a appelé cet endroit la dernière flaque. Il pense que ces fossiles témoignent d'un ultime rassemblement de reptiles mammaliens assoiffés autour d'une des dernières mares. Ils seraient morts entassés ici quand ont disparu les dernières gouttes.
Il y a 250 millions d'années, la vie s'est donc trouvée projetée dans un environnement extrêmement chaud. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ce violent réchauffement? L'Afrique du Sud n'est pas le seul endroit où on trouve les traces de cette extinction massive. Nous voici dans la province de Zhejiang, au sud de la Chine. On trouve ici une strate vieille de 250 millions d'années qui s'est formée au fond d'une mer de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le docteur Yugan Jin de l'Académie chinoise des sciences et le docteur Douglas Irwin du Muséum d'histoire naturelle du Smithsonian Institute travaillent ensemble sur le terrain. Ces deux chercheurs ont établi qu'exactement au moment où la vie végétale et animale disparaissait sur les continents, 95% de la vie marine s'éteignait également. Ici aussi, on constate un changement de couleur dans les strates successives. Cette fois, elle passe de blanchâtre à presque noir. Et c'est précisément à ce moment qu'a eu lieu la grande extinction. Quelques fossiles ont été découverts ici, dans la strate qui s'est formée immédiatement après ce terrible épisode. Leur présence suggère qu'un autre bouleversement catastrophique de l'environnement se serait produit au même moment que le violent réchauffement évoqué en Afrique du Sud. Ces fossiles sont ceux de Claraya, une espèce de bivalve. Claraya est aussi fine qu'une feuille de papier et incroyablement abondante. On trouve des tapis entiers composés de dizaines de milliers de ces bivalves dans les couches du Triassique. On trouve souvent ce type de bivalve dans des milieux pauvres en oxygène, d'où on a déduit que l'abondance des individus de cette espèce pouvait indiquer un appauvrissement en oxygène au cours de la première partie du Triassique. Un mystérieux épisode de violent réchauffement serait donc survenu il y a 250 millions d'années, immédiatement suivi d'une diminution anormale de l'oxygène dans l'environnement. Seule une catastrophe exceptionnelle avait pu causer un tel désastre. En Sibérie occidentale se trouve l'un des plus grands gisements de pétrole du monde. On a fait ici une étonnante découverte. Elle nous fournit un indice quant à la nature de la catastrophe qui a entraîné l'épisode d'extinction massive. Tout a commencé lors d'une campagne de prospection géologique d'une compagnie pétrolière. À 3000 mètres de la surface, les sondages ont rencontré un socle rocheux particulièrement dense, juste en dessous de la nappe pétrolifère. Ce socle s'étendait en fait sous l'ensemble de la Sibérie occidentale, soit sur une superficie 3,5 fois supérieure à celle de la France. Des échantillons de cette couche ont été prélevés et leur analyse a révélé qu'il s'agissait en fait de lave solidifiée il y a 250 millions d'années, au moment de l'épisode d'extinction massive. Mais il y avait une autre surprise. Cette étendue de lave se poursuivait en fait sur 2000 km, dépassant les limites de la Sibérie occidentale pour se prolonger sur le plateau de la Sibérie centrale. Les roches qui composent cette chaîne montagneuse sont des laves éjectées du manteau il y a 250 millions d'années. L'épaisseur de cette couche de lave est de 4 km.
Les lignes que l'on peut voir sur ces pentes ont été formées par une succession de couches de lave en fusion, s'écoulant sur des laves déjà refroidies. C'est une gigantesque éruption volcanique qui a laissé ses traces sur le plateau sibérien. Leur étendue suggère que le volume de lave expulsé à cette occasion a été phénoménal. 10 000 fois la quantité qu'un volcan rejette en général sur 10 000 ans. Jamais, de toute son histoire, la Terre n'avait connu pareille éruption. Cette extraordinaire activité volcanique avait-elle un quelconque rapport avec le phénomène d'extinction massive? C'est ce qu'a tenté d'établir une équipe composée de chercheurs russes et britanniques réunis sous la direction du docteur Andrew Saunders de l'université de Leicester au Royaume-Uni. En se basant sur le volume des laves rejetées, il a cherché à reconstituer cette éruption. Le résultat est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Nous sommes 250 millions d'années en arrière. La Sibérie vit une belle et calme journée, lorsque soudain, l'explosion projette des laves jusqu'à 2 ou 3 000 mètres d'altitude, 10 fois plus haut que lors des plus grandes éruptions observées à l'époque moderne. La matière en fusion qui s'échappe de fissures de plus de 50 km de long engendre de gigantesques barrières de feu. Les coulées de lave déferlent sur la forêt sibérienne, engloutissant tout sur leur passage. La Terre n'avait jamais connu une telle série d'éruptions. Le docteur Saunders et son équipe ont recherché les causes de ce cataclysme. Leur attention a été attirée par une série de gigantesques failles présentes dans le sous-sol de la Sibérie occidentale. Ces fissures de 100 km de large s'étendent sur plus de 1500 km. Elles sont à leurs yeux la preuve indiscutable qu'un cataclysme d'ampleur planétaire est à l'origine de l'éruption sibérienne. Le bombement qui a engendré ces fissures devait, selon nos estimations, mesurer entre 1000 et 1500 km de diamètre, ce qui représente une partie non négligeable de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. À la fin du Crétacé, on trouve les preuves d'un impact venu de l'espace, d'une météorite qui, il y a 65 millions d'années, a exterminé une part importante de la vie sur Terre. Mais à la fin de l'ère permienne, il semble bien que nous soyons face à un impact venu des profondeurs de la planète. Et c'est ce phénomène qui aurait provoqué la grande extinction que l'on constate à cette époque. Qu'est-ce qui était venu ainsi déformer la surface en jaillissant des profondeurs de la Terre? Les dernières recherches effectuées sur le manteau terrestre nous apportent peut-être la réponse. Les scientifiques ont découvert récemment qu'à certains endroits spécifiques de la planète, les phénomènes de subduction et de remontée de matière qui animent le manteau terrestre pouvaient atteindre des proportions hors du commun. Dans les failles de grande profondeur qui sont au large du Japon, de tels mouvements ont été constatés. Un immense bouclier rocheux qui avait constitué une partie du plancher océanique s'est ainsi enfoncé par une de ces failles et a progressivement plongé vers les régions proches du noyau à 2900 km de la surface. Dans d'autres régions du monde, ce sont des remontées de gigantesques masses incandescentes qui ont été repérées. À proximité du noyau, une partie du manteau entre en fusion et cette matière plus chaude remonte vers la surface, provoquant un bombement de la croûte.
Les chercheurs pensent que c'est un phénomène de ce type, mais de proportions extraordinaires, qui est venu de l'intérieur frapper la surface de la Terre il y a 250 millions d'années. On savait depuis longtemps que les continents dérivaient à la surface de la planète. Mais nous découvrons peu à peu que les bombements engendrés par les remontées du manteau peuvent brusquement prendre des proportions colossales lorsque ces continents présentent une configuration particulière. Il y a 300 millions d'années, les masses continentales éparses ont convergé pour former un supercontinent, la Pangée. Une faille très profonde entourait alors ce continent. Les plaques qui constituaient le plancher océanique se sont peu à peu enfoncées dans cette faille sous la masse continentale, jusque dans les profondeurs du manteau. Mais à un moment, une quantité gigantesque de la matière de ces plaques a brutalement plongé vers le noyau à 2900 km de profondeur. En retour, une incroyable remontée de matière du noyau vers la surface s'est produite. Ces phénomènes sont appelés superpanaches. Un superpanache est une colonne de roche en fusion d'un diamètre de près de 1000 km. Voilà ce qui avait causé le bombement qu'évoquait le Dr Sanders. C'est une incroyable quantité d'énergie venue du centre de la Terre qui a alimenté la série de gigantesques éruptions volcaniques survenues il y a 250 millions d'années. Mais on sait aujourd'hui que ces éruptions n'ont été que le déclencheur des événements catastrophiques qui ont entraîné la disparition de 95% de la vie sur Terre. Alors, que s'est-il passé après? C'est dans la région de Tokai, au Japon, que se trouve la réponse à cette question. En janvier 2004, une mission japonaise a commencé des recherches en plein océan Pacifique, à 100 km des côtes du Japon. Cette mission d'exploration offshore effectuait des forages pour repérer la présence d'hydrates de méthane. Des chercheurs du monde entier s'intéressent aujourd'hui à cette ressource qui pourrait constituer une nouvelle source d'énergie pour l'avenir. L'hydrate de méthane est enfoui sous forme congelée 1000 à 2000 mètres sous le fond des océans, à proximité des plateformes continentales. Ce carottage contenant de l'hydrate de méthane vient d'être remonté du fond océanique. Le gaz qui s'échappe ainsi est du méthane. L'hydrate de méthane se forme par une combinaison unique de méthane et d'eau. Au fond des océans, la température reste basse et le mélange est stable. Mais dès que la température s'élève, ils fond instantanément et libèrent un volume de méthane gazeux 160 fois supérieur à celui du composé d'origine. En Chine, on a trouvé la preuve que lorsque la gigantesque éruption sibérienne s'est produite il y a 250 millions d'années, l'hydrate de méthane a commencé à fondre, libérant du plancher océanique une énorme quantité de méthane. Cette couche de terrain s'est formée au moment de l'épisode d'extinction massive. L'analyse de sa composition chimique a révélé qu'à ce moment précis, un élément appelé carbone 12 avait connu une violente augmentation. Cette augmentation démontre qu'une quantité phénoménale d'hydrate de méthane avait alors commencé à fondre, car l'hydrate de méthane contient une forte proportion de carbone 12.
Le docteur Paul Wignall de l'Université de Leeds en Grande-Bretagne pense que l'hydrate de méthane est le grand responsable des dégâts infligés à la vie sur Terre lors de cette catastrophe. Nous savons, grâce aux hydrates de méthane découverts sous les sédiments océaniques, qu'il suffit d'une hausse de quelques degrés de la température de l'eau pour déclencher la fonte. La glace libère alors le méthane qui s'échappe vers la surface et on a une gigantesque fuite d'un puissant gaz à effet de serre. L'énorme éruption volcanique déclenchée par un superpanache en Sibérie avait introduit dans l'atmosphère une quantité phénoménale de dioxyde de carbone, peut-être 40 trillions de tonnes. L'effet de serre, induit par ce dioxyde de carbone, a progressivement réchauffé la planète, entraînant une terrible réaction en chaîne. Au fond des océans, l'hydrate de méthane gelé a commencé à fondre. D'énormes volumes de méthane ont été brusquement libérés. L'effet de serre du méthane est 20 fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone. Les quantités relâchées ont donc considérablement accéléré le réchauffement global. La température des océans s'est encore élevée de quelques degrés, relançant la fonte de l'hydrate de méthane enfouie. Un cycle s'est alors enclenché. La libération du méthane alimentait la hausse des températures. Elle provoquait la libération de plus de méthane qui accélérait le réchauffement global, jusqu'à arriver à une situation catastrophique. Une sorte d'hyper-effet de serre. Certainement le climat le plus brûlant que la Terre ait connu depuis au moins 600 millions d'années. Cette réaction en chaîne se poursuivait et s'intensifiait inéluctablement. La température de la Terre s'éleva brutalement de 7 ou 8 degrés autour de l'équateur et de 25 degrés dans les régions polaires. L'ensemble de la planète était devenu une véritable fournaise. Cette chaleur extrême frappa l'environnement de plein fouet. Le luxuriant écosystème qui s'était pour la première fois développé sur Terre fut irrémédiablement anéanti. Alors survint le coup de grâce qui acheva de détruire 95% de la vie animale et végétale. Une chute brutale de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère. Les glaces de l'Antarctique en ont conservé la preuve indiscutable. Nous sommes ici au cœur de la chaîne transantarctique où des recherches sont menées conjointement par des équipes américaines et sud-africaines. Le docteur Greg Retalak de l'Université de l'Oregon dirige cette mission. Il a découvert un minéral extrêmement rare dans la strate qui s'est formée juste après l'épisode d'extinction massive. La séquence qui est exposée ici correspond au tout début du Triassique et on y trouve des sols très étranges. Je n'ai jamais rien vu de comparable ailleurs que dans cette période mortelle du début du Triassique. Dans cette couche ici, ces traces mènent à un étrange nodule. C'est un minéral très bizarre appelé berthierine. Il témoigne d'une très faible concentration d'oxygène atmosphérique lors du début du Triassique. La berthierine ne peut se former en présence de grandes quantités d'oxygène. Cette découverte est la preuve que juste après la grande extinction, le monde avait complètement changé. Il était désormais si pauvre en oxygène que les animaux pouvaient à peine y respirer.
Le docteur Bob Berner de l'Université de Yale aux États-Unis a mis sur pied un modèle informatique qui permet de déduire des différentes données géologiques les variations des concentrations d'oxygène dans l'atmosphère. Juste avant la grande extinction, les niveaux d'oxygène avaient atteint 30% grâce au développement extensif de la végétation. Ils s'effondrent ensuite brutalement à 10%. La majorité des végétaux avaient été éliminés par la violence du réchauffement. Et le méthane, échappé des fonds océaniques, entrait en réaction avec l'oxygène, réduisant considérablement les concentrations d'oxygène atmosphériques. Nos ancêtres, les cynodons, ont bien failli disparaître, victimes de ces températures extrêmes et de la raréfaction de l'oxygène. On pense que leur survie fut un véritable miracle. Mais ils durent affronter des conditions particulièrement hostiles pendant une très longue période. Après l'épisode d'extinction massive, la vie semble avoir mis très longtemps avant de se redévelopper sur la Terre. On retrouve très peu de fossiles dans les strates de cette période. Cette catastrophe a en tout cas eu des répercussions spectaculaires sur la suite de l'évolution de la vie. Projetons-nous 100 millions d'années plus tard, c'est-à-dire à moins 150 millions d'années par rapport à aujourd'hui. Le monde avait alors beaucoup changé. Une des différences les plus spectaculaires était l'omniprésence de reptiles géants, les dinosaures. Celui-ci est un herbivore nommé apatosaure. Il mesurait 30 mètres de long. Et voici le roi des animaux de cette époque, un terrible carnivore appelé allosaure. Les dinosaures semblent avoir été bien plus actifs que tous les autres animaux. A l'inverse, nos ancêtres étaient à cette époque devenus de petites créatures semblables à des souris qui vivaient en se cachant des dinosaures. Ils semblaient n'avoir conservé aucune trace de leur gloire passée. Comment les reptiles les avaient-ils supplantés à la tête du règne animal? C'est une des grandes énigmes que posait l'évolution de la vie après l'épisode d'extinction massive. Le docteur Mark Norrell, du Muséum américain d'histoire naturelle, est un spécialiste des dinosaures mondialement reconnu. Il s'est intéressé aux caractéristiques particulières de certains dinosaures. Ceux-ci semblaient en effet disposer d'organes spéciaux semblables à ceux qu'on trouve aujourd'hui chez les oiseaux. Ceci est une vertèbre cervicale d'un condor des Andes et sa structure est extrêmement complexe. En gros, l'avant de la vertèbre est ici. Voilà ce qu'on appelle l'épine dorsale et c'est par ce trou que passe normalement la corde neurale. Mais si on regarde en détail, on remarque que l'ensemble de la vertèbre est perforé comme une éponge de petites poches et de petits trous. C'est ici que les sacs aériens s'intégraient à l'os. Comparons maintenant avec ce fossile d'allosaure. On retrouve exactement la même chose.
On a une épine dorsale haute sur le dessus, on a cette cavité ici, comblée par la roche, par laquelle passait la corde neurale. Et on a certaines de ces petites cavités pneumatiques que l'on trouve ici dans les mêmes configurations que chez le condor des Andes. Quel est donc ce système de sac aérien dont semblent avoir été équipés les dinosaures? Aujourd'hui, on ne le retrouve que chez les oiseaux, dont on pense qu'ils sont probablement les descendants des dinosaures. Ces poches d'air sont en fait un système respiratoire unique que les dinosaures ont développé au cours de l'évolution. Dans un système respiratoire classique, les poumons sont alternativement remplis d'oxygène, puis de dioxyde de carbone. Pour la simple raison que le même chemin est utilisé pour inspirer et expirer. Chez les oiseaux, l'inspiration et l'expiration suivent deux chemins différents grâce à des poches accrochées autour des poumons, qu'on appelle les sacs aériens. Leurs poumons sont donc en permanence remplis d'oxygène frais, qui est ensuite distribué aux différentes parties du corps. On considère que l'efficacité énergétique de ce système est 3 fois supérieure à celle du système respiratoire des mammifères. Les oiseaux migrateurs survolent l'Himalaya à plus de 8000 mètres d'altitude. Sans ce système respiratoire, la raréfaction de l'oxygène à cette altitude leur interdirait l'effort intense nécessaire au vol sur de longues distances. Mais alors, pourquoi les dinosaures, qui eux ne volaient pas, ont-ils développé un tel système respiratoire après l'épisode d'extinction massive? À l'automne 2003, un congrès de la Société géologique d'Amérique s'est tenu à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Une théorie révolutionnaire qui établissait un lien entre ce système respiratoire et la prospérité des dinosaures fut proposée à cette occasion par le Dr Peter Ward de l'Université de Washington. Last and hopefully not least, I'd like to talk a bit about the end of the world or the end of several worlds. Le Dr Ward est une sommité mondiale de la recherche sur les épisodes d'extinction massive et l'auteur de nombreux livres et articles sur l'évolution de la vie. Son intervention attirait l'attention de ses collègues sur des données récentes qui montrent que la raréfaction de l'oxygène observée juste après la grande extinction s'est en fait prolongée pendant près de 100 millions d'années. On s'est longtemps préoccupé de l'évolution des niveaux de CO2 dans le temps. Mais ici, ce sont les niveaux d'oxygène qui nous intéressent. Ces chiffres proviennent des dernières simulations réalisées par Bob et son équipe. Ils se sont concentrés sur l'intervalle de temps situé entre moins 250 millions d'années et le milieu du Jurassique. Cela représente environ 100 millions d'années durant lesquelles les taux d'oxygène étaient inférieurs à ceux d'aujourd'hui. L'étude suggère même qu'ils étaient très inférieurs. Considérons maintenant le système respiratoire avec sac aérien. Les oiseaux en sont dotés, et les gens qui étudient les dinosaures commencent à penser qu'au moins certains d'entre eux disposaient d'un système similaire. La possession d'un tel système, même avec des niveaux d'oxygène stables, représentait un énorme avantage. C'était un atout pour la survie, et je ne serais guère surpris qu'il ait été amélioré par ces espèces qui disposaient d'un squelette adapté. Donc même s'il n'était pas aussi développé que celui des oiseaux d'aujourd'hui, ce système de sac aérien a dû être une aide précieuse dans un monde pauvre en oxygène. La présentation du Dr Ward fut saluée par les scientifiques comme la première théorie proposant une solution à une des plus grandes énigmes de l'histoire de la vie. Comment les dinosaures ont-ils pu un jour dominer le monde ? Je me souviens d'un spécialiste qui se grattait la tête en public et écrivait « Je n'y comprends rien. Ces reptiles mammaliens ont de bien meilleures dentitions et pourtant ce sont ces dinosaures dotés de dents vraiment primitives qui ont survécu et prospéré. Ceux-ci devraient être les vainqueurs et ceux-là les perdants. Or, c'est justement le contraire. Les choses semblent peut-être moins paradoxales si on considère la faculté de respirer plutôt que celle de s'alimenter. »
comment nos ancêtres, qui, il y a 250 millions d'années, avaient échappé de justesse à l'extinction, ont-ils réussi à survivre si longtemps dans un monde où l'oxygène était si rare? Le docteur Roger Smith étudie en Afrique du Sud les phénomènes d'extinction massive. Il y a un an, il a co-signé avec le docteur Ward un article sur l'évolution de la vie dans un milieu pauvre en oxygène. Il pense que nos ancêtres ont eux aussi emprunté une nouvelle direction dans l'évolution en améliorant leur système respiratoire. Le docteur Smith s'est intéressé plus particulièrement au Trinaxodon, une des espèces de cynodons qui ont survécu à l'épisode d'extinction massive. Probablement le premier de nos ancêtres apparu juste après cet événement. Il a remarqué chez ces animaux les signes d'une adaptation à un univers pauvre en oxygène. La cage thoracique, qui à l'origine couvrait l'intégralité du tronc, s'arrêtait désormais à la poitrine. On constate un changement important de la morphologie des côtes à partir du milieu du tronc, c'est-à-dire à peu près ici. En fait, elle devient très semblable à la morphologie des côtes humaines. Et on pense que ce changement a été causé ou a permis l'apparition du diaphragme. Et la présence du diaphragme augmente bien sûr l'efficacité de l'inspiration et de l'expiration de l'air dans les poumons. Lorsque le diaphragme s'abaisse, une plus grande quantité d'oxygène est absorbée. Lorsqu'il remonte, l'air contenu dans les poumons est expulsé d'un seul coup. Nos ancêtres avaient suivi une voie différente de celle des dinosaures pour s'adapter à la raréfaction de l'oxygène. Mais ils ont eu bien moins de succès que les dinosaures. Selon les scientifiques, c'est parce que le système des sacs aériens était plus efficace que le changement de morphologie de la cage thoracique. Pourtant, une des conséquences de ce choix devait plus tard s'avérer fort utile. Observons le comportement des mammifères d'aujourd'hui. La plupart des mères, lorsqu'elles nourrissent leurs petits, tournent le torse en gardant l'abdomen sur le côté pour leur faciliter la tâche. Cette position est pratiquement inaccessible aux reptiles dont la cage thoracique descend jusqu'en bas du tronc. Pour s'adapter à la diminution de l'oxygène dans l'environnement, la cage thoracique de nos ancêtres est devenue plus courte. C'est aussi sans doute ce qui leur a donné la possibilité de s'occuper de leurs petits en s'allongeant près d'eux et de les nourrir au sein. Ce fossile d'une mère et son petit allongés l'un contre l'autre a été découvert en Afrique du Sud. Juste après l'épisode d'extinction massive, nos ancêtres ont adopté des comportements typiques des mammifères. Ils se sont mis à nourrir leurs petits au sein et à leur consacrer beaucoup de temps et d'attention. Plus tard, pendant l'âge d'or des dinosaures, ils ont franchi une autre étape dans l'évolution. On pense que la raréfaction de l'oxygène, qui dura pendant plus de 100 millions d'années, les a poussés à devenir des mammifères. Du stade d'ovipares, c'est-à-dire d'animaux qui pondent des œufs, ils sont passés à celui de vivipares, ceux dont les petits se développent dans le ventre maternel grâce au placenta. Le plus vieux fossile de mammifères placentaires a été découvert en Chine. On l'a appelé Eomaia, ancienne mère en grec.
Il a été retrouvé dans une strate vieille de 125 millions d'années, en pleine heure de gloire des dinosaures. Il s'agit sans doute de l'ancêtre commun de tous les mammifères placentaires d'aujourd'hui. Le docteur Ji Qiang, qui l'a découvert, pense que dans cet environnement hostile, pauvre en oxygène et sous la pression constante des dinosaures, les mammifères ont sans doute développé cette stratégie efficace pour protéger leurs petits et assurer la survie de l'espèce. Dans des conditions si pauvres en oxygène, l'environnement extérieur n'est pas favorable à la survie. C'est pourquoi les mammifères ont modifié leur système de reproduction, afin que les mères puissent protéger leurs petits et leur donner une chance de survivre. Dans le système vivipare, les nutriments et l'oxygène sont directement fournis à l'enfant par la mère, ce qui constitue un grand avantage par rapport aux ovipares mammaliens. Je pense donc qu'il existe un lien étroit entre cette évolution et la raréfaction de l'oxygène. Chez les mammifères placentaires, un nouvel organe relie la mère à l'enfant, le placenta. À l'intérieur du placenta, par l'entremise du cordon ombilical, les globules rouges de la mère se déversent dans les vaisseaux capillaires du fœtus. Ces cellules chargées d'oxygène sont ainsi transmises en douceur de la mère à l'enfant. Cet apport constant d'oxygène frais va favoriser sa croissance. Une relation mère-enfant radicalement nouvelle venait d'apparaître en réponse à la raréfaction de l'oxygène. Elle établissait définitivement leur comportement protecteur à l'égard des petits comme une caractéristique permanente des mammifères. « 160 millions d'années après le début de l'ère des dinosaures, une nouvelle catastrophe frappa la planète. Une météorite d'une dizaine de kilomètres de diamètre entra en collision avec la Terre, provoquant un nouvel épisode d'extinction massive. Ce fut la fin du règne des dinosaures. Et puis les niveaux d'oxygène se reconstituèrent dans l'atmosphère. Une ère nouvelle commençait sur la Terre. Deux épisodes catastrophiques d'extinction massive ont marqué l'histoire de la Terre, il y a 250 millions d'années et il y a 65 millions d'années. De nombreux scientifiques pensent aujourd'hui que sans ces deux événements, l'extraordinaire diversité qui fait la richesse de notre écosystème n'aurait jamais vu le jour. Nos ancêtres ont su traverser ces périodes dramatiques pour finalement devenir les maîtres de la planète. Les oiseaux ont hérité du système respiratoire des dinosaures et l'ont adapté au vol, découvrant ainsi une nouvelle liberté. Les humains ont aussi hérité de leurs ancêtres mammifères une manière plus efficace d'utiliser l'oxygène. Elle leur a permis un nouveau bond en avant dans l'évolution, l'acquisition d'un cerveau volumineux.
Le cerveau humain ne représente que 2% du poids d'un individu, mais il consomme 20% de l'oxygène absorbé par les poumons. Si nos ancêtres n'avaient pas amélioré leur mode d'utilisation de l'oxygène, l'intelligence des êtres humains n'aurait jamais vu le jour. Grâce à l'acquisition de ce cerveau volumineux, les hommes ont développé des techniques et des civilisations à une vitesse phénoménale. Elles ont aujourd'hui une influence déterminante sur l'avenir de la planète. La Terre abrite à notre époque une incroyable diversité de formes de vie dont font partie les humains. N'oublions jamais que ce monde, nous le devons à la miraculeuse survie de ses ancêtres qui ont affronté des catastrophes aussi terribles que ces épisodes d'extinction massive. Mais il y avait une autre surprise. Cette étendue de lave se poursuivait en fait sur 2000 km, dépassant les limites de la Sibérie occidentale pour se prolonger sur le plateau de la Sibérie centrale. Les roches qui composent cette chaîne montagneuse sont des laves éjectées du manteau il y a 250 millions d'années. L'épaisseur de cette couche de lave est de 4 km. Les lignes que l'on peut voir sur ces pentes ont été formées par une succession de couches de lave en fusion s'écoulant sur des laves déjà refroidies. C'est une gigantesque éruption volcanique qui a laissé ses traces sur le plateau sibérien. Leur étendue suggère que le volume de lave expulsé à cette occasion a été phénoménal, 10 000 fois la quantité qu'un volcan rejette en général sur 10 000 ans. Jamais, de toute son histoire, la Terre n'avait connu pareille éruption. Cette extraordinaire activité volcanique avait-elle un quelconque rapport avec le phénomène d'extinction massive? C'est ce qu'a tenté d'établir une équipe composée de chercheurs russes et britanniques réunis sous la direction du docteur Andrew Saunders de l'université de Leicester au Royaume-Uni. En se basant sur le volume des laves rejetées, il a cherché à reconstituer cette éruption. Le résultat est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Nous sommes 250 millions d'années en arrière. La Sibérie vit une belle et calme journée, lorsque soudain, l'explosion projette des laves jusqu'à 2 ou 3 000 mètres d'altitude, 10 fois plus haut que lors des plus grandes éruptions observées à l'époque moderne. La matière en fusion qui s'échappe de fissures de plus de 50 km de long engendre de gigantesques barrières de feu. Les coulées de lave déferlent sur la forêt sibérienne, engloutissant tout sur leur passage. La Terre n'a strate vieille de 125 millions d'années, en pleine heure de gloire des dinosaures.
Il s'agit sans doute de l'ancêtre commun de tous les mammifères placentaires d'aujourd'hui. Le docteur Ji Qiang, qui l'a découvert, pense que dans cet environnement hostile, pauvre en oxygène et sous la pression constante des dinosaures, les mammifères ont sans doute développé cette stratégie efficace pour protéger leurs petits et assurer la survie de l'espèce. Dans des conditions si pauvres en oxygène, l'environnement extérieur n'est pas favorable à la survie. C'est pourquoi les mammifères ont modifié leur système de reproduction, afin que les mères puissent protéger leurs petits et leur donner une chance de survivre. Dans le système vivipare, les nutriments et l'oxygène sont directement fournis à l'enfant par la mère, ce qui constitue un grand avantage par rapport aux ovipares mammaliens. Je pense donc qu'il existe un lien étroit entre cette évolution et la raréfaction de l'oxygène. Chez les mammifères placentaires, un nouvel organe relie la mère à l'enfant, le placenta. À l'intérieur du placenta, par l'entremise du cordon ombilical, les globules rouges de la mère se déversent dans les vaisseaux capillaires du fœtus. Ces cellules chargées d'oxygène sont ainsi transmises en douceur de la mère à l'enfant. Cet apport constant d'oxygène frais va favoriser sa croissance. Une relation mère-enfant radicalement nouvelle venait d'apparaître en réponse à la raréfaction de l'oxygène. Elle établissait définitivement leur comportement protecteur à l'égard des petits comme une caractéristique permanente des mammifères. « 160 millions d'années après le début de l'ère des dinosaures, une nouvelle catastrophe, elles deviennent brun-rouge. L'analyse de ces strates a montré que ce changement de couleur était la preuve d'une incroyable hausse des températures. Le docteur Smith a appelé cet endroit la dernière flaque. Il pense que ces fossiles témoignent d'un ultime rassemblement de reptiles mammaliens assoiffés autour d'une des dernières mares. Ils seraient morts entassés ici quand ont disparu les dernières gouttes. Il y a 250 millions d'années, la vie s'est donc trouvée projetée dans un environnement extrêmement chaud. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ce violent réchauffement ? L'Afrique du Sud n'est pas le seul endroit où on trouve les traces de cette extinction massive. Nous voici dans la province de Zhejiang, au sud de la Chine. On trouve ici une strate vieille de 250 millions d'années qui s'est formée au fond d'une mer de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le docteur Yugan Jin de l'Académie chinoise des sciences et le docteur Douglas Irwin du Muséum d'histoire naturelle du Smithsonian Institute travaillent ensemble sur le terrain. Ces deux chercheurs ont établi qu'exactement au moment où la vie végétale et animale disparaissait sur les continents, 95% de la vie marine s'éteignait également. Ici aussi, on constate un changement de couleur dans les strates successives. Cette fois, elle passe de blanchâtre à presque noir. Et c'est précisément à ce moment qu'a eu lieu la grande extinction.
Quelques fossiles ont été découverts ici, dans la strate qui s'est formée immédiatement après ce terrible épisode. Leur présence suggère qu'un autre bouleversement catastrophique de l'environnement se serait produit au même moment que le violent réchauffement évoqué en Afrique du Sud. Ces fossiles sont ceux de Claraya, une espèce de bivalve. Claraya est aussi fine qu'une feuille de papier et incroyablement abondante. On trouve des tapis entiers composés de dizaines de milliers de ces bivalves dans les couches du Triassique. On trouve souvent ce type de bivalve dans des milieux pauvres en oxygène, d'où on a déduit que l'abondance des... Ce fossile est celui d'un herbivore appelé Diictodon. Il mesurait environ 50 cm et vivait dans un terrier, un peu comme un blaireau. Voici maintenant Gorgonops, un carnivore de 3 mètres de long, doté de crocs acérés. Ce devait être un des maîtres du règne animal, comme les lions aujourd'hui. On pense que ces animaux se reproduisaient en pondant des œufs, comme les reptiles. Mais comme leur squelette et leur dentition présentent de nombreux points communs avec ceux des mammifères, on les a appelés reptiles mammaliens. Certains parmi eux allaient un jour évoluer pour donner naissance aux mammifères. Ces reptiles mammaliens sont moins connus que les dinosaures. Il est assez étonnant de découvrir qu'il existait alors une telle variété d'animaux de très grande taille, parfaitement adaptés, et qu'ils étaient en fait les lointains ancêtres des humains. Et cela au moins 50 millions d'années avant les dinosaures, de telle sorte que les dinosaures ne sont pas les premiers reptiles à avoir dominé la planète. Voici, selon le Dr Smith, à quoi devait ressembler le paysage terrestre juste avant la grande extinction. 100 millions d'années après la conquête des continents par des animaux qui étaient apparus au cœur des océans, de riches écosystèmes s'étaient développés dans différents endroits de la planète. Grâce à la vigoureuse activité photosynthétique des végétaux qui composaient ces vastes forêts, l'oxygène était présent en quantité dans l'atmosphère. Cette abondance avait favorisé la domination des reptiles mammaliens sur les continents. Parmi eux se trouvait le cynodon, un animal qui ressemblait à une fouine. En fait, c'est sans doute lui notre ancêtre. Long d'une cinquantaine de centimètres, il se nourrissait principalement de poissons de rivière. Parmi les animaux contemporains de ces reptiles mammaliens se trouvaient aussi d'autres reptiles appelés diapsides. Plus tard, ils donneraient naissance aux dinosaures. À cette époque, ils n'étaient qu'une espèce assez... Mais à un moment, une quantité gigantesque de la matière de ces plaques a brutalement plongé vers le noyau à 2900 km de profondeur. En retour, une incroyable remontée de matière du noyau vers la surface s'est produite. Ces phénomènes sont appelés superpanaches. Un superpanache est une colonne de roche en fusion d'un diamètre de près de 1000 km. Voilà ce qui avait causé le bombement qu'évoquait le Dr Sanders. C'est une incroyable quantité d'énergie venue du centre de la Terre qui a alimenté la série de gigantesques éruptions volcaniques survenues il y a 250 millions d'années. Mais on sait aujourd'hui que ces éruptions n'ont été que le déclencheur des événements catastrophiques qui ont entraîné la disparition de 95% de la vie sur Terre.
Alors que s'est-il passé après? C'est dans la région de Tokai, au Japon, que se trouve la réponse à cette question. En janvier 2004, une mission japonaise a commencé des recherches en plein océan Pacifique, à 100 km des côtes du Japon. Cette mission d'exploration offshore effectuait des forages pour repérer la présence d'hydrate de méthane. Des chercheurs du monde entier s'intéressent aujourd'hui à cette ressource qui pourrait constituer une nouvelle source d'énergie pour l'avenir. L'hydrate de méthane est enfoui sous forme congelée 1000 à 2000 mètres sous le fond des océans, à proximité des plateformes continentales. Ce carottage contenant de l'hydrate de méthane vient d'être remonté du fond océanique. Le gaz qui s'échappe ainsi est du méthane. L'hydrate de méthane se forme par une combinaison unique de méthane et d'eau. Au fond des océans, la température reste basse et le mélange est stable. Mais dès que la température s'élève, ils fond instantanément et libèrent un volume de méthane gazeux 160 fois supérieur à celui du composé d'origine. Chez les mammifères placentaires, un nouvel organe relie la mère à l'enfant, le placenta. À l'intérieur du placenta, par l'entremise du cordon ombilical, les globules rouges de la mère se déversent dans les vaisseaux capillaires du fœtus. Ces cellules chargées d'oxygène sont ainsi transmises en douceur de la mère à l'enfant. Cet apport constant d'oxygène frais va favoriser sa croissance. Une relation mère-enfant radicalement nouvelle venait d'apparaître en réponse à la raréfaction de l'oxygène. Elle établissait définitivement leur comportement protecteur à l'égard des petits comme une caractéristique permanente des mammifères. « 160 millions d'années après le début de l'ère des dinosaures, une nouvelle catastrophe frappa la planète. Une météorite d'une dizaine de kilomètres de diamètre entra en collision avec la Terre, provoquant un nouvel épisode d'extinction massive. Ce fut la fin du règne des dinosaures. Et puis les niveaux d'oxygène se reconstituèrent dans l'atmosphère. Une ère nouvelle commençait sur la Terre. Deux épisodes catastrophiques d'extinction massive ont marqué l'histoire de la Terre, il y a 250 millions d'années et il y a 65 millions d'années. De nombreux scientifiques pensent aujourd'hui que sans ces deux événements, l'extraordinaire diversité qui fait la richesse de notre écosystème n'aurait jamais vu le jour. Nos ancêtres ont su traverser ces périodes dramatiques pour finalement devenir les maîtres de la planète. Les oiseaux ont hérité du système respiratoire des dinosaures et l'ont adapté au vol, découvrant ainsi une nouvelle liberté. Témoigne d'un ultime rassemblement de reptiles mammaliens assoiffés autour d'une des dernières mares. Ils seraient morts entassés ici quand ont disparu les dernières gouttes.
Il y a 250 millions d'années, la vie s'est donc trouvée projetée dans un environnement extrêmement chaud. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ce violent réchauffement? L'Afrique du Sud n'est pas le seul endroit où on trouve les traces de cette extinction massive. Nous voici dans la province de Zhejiang, au sud de la Chine. On trouve ici une strate vieille de 250 millions d'années qui s'est formée au fond d'une mer de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le docteur Yugan Jin de l'Académie chinoise des sciences et le docteur Douglas Irwin du Muséum d'histoire naturelle du Smithsonian Institute travaillent ensemble sur le terrain. Ces deux chercheurs ont établi qu'exactement au moment où la vie végétale et animale disparaissait sur les continents, 95% de la vie marine s'éteignait également. Ici aussi, on constate un changement de couleur dans les strates successives. Cette fois, elle passe de blanchâtre à presque noir. Et c'est précisément à ce moment qu'a eu lieu la grande extinction. Quelques fossiles ont été découverts ici, dans la strate qui s'est formée immédiatement après ce terrible épisode. Leur présence suggère qu'un autre bouleversement catastrophique de l'environnement se serait produit au même moment que le violent réchauffement évoqué en Afrique du Sud. Ces fossiles sont ceux de Claraya, une espèce de bivalve. Claraya est aussi fine qu'une feuille de papier et incroyablement abondante. On trouve des tapis entiers composés de dizaines de milliers de ces bivalves dans les couches du Triassique. On trouve souvent ce type de bivalve dans des milieux pauvres en oxygène, d'où on a déduit que l'abondance des individus de cette espèce pouvait indiquer un appauvrissement en oxygène au cours de la première partie du Triassique. Un mystérieux épisode de violent réchauffement serait donc survenu il y a 250 millions d'années, immédiatement suivi d'une diminution anormale de l'oxygène dans l'environnement. Survivre si longtemps dans un monde où l'oxygène était si rare. Le docteur Roger Smith étudie en Afrique du Sud les phénomènes d'extinction massive. Il y a un an, il a co-signé avec le docteur Ward un article sur l'évolution de la vie dans un milieu pauvre en oxygène. Il pense que nos ancêtres ont eux aussi emprunté une nouvelle direction dans l'évolution en améliorant leur système respiratoire. Le docteur Smith s'est intéressé plus particulièrement aux Trinaxodons, une des espèces de cynodons qui ont survécu à l'épisode d'extinction massive. Probablement le premier de nos ancêtres apparu juste après cet événement. Il a remarqué chez ces animaux les signes d'une adaptation à un univers pauvre en oxygène. La cage thoracique, qui à l'origine couvrait l'intégralité du tronc, s'arrêtait désormais à la poitrine. On constate un changement important de la morphologie des côtes à partir du milieu du tronc, c'est-à-dire à peu près ici. En fait, elle devient très semblable à la morphologie des côtes humaines. Et on pense que ce changement a été causé ou a permis l'apparition du diaphragme. Et la présence du diaphragme augmente bien sûr l'efficacité de l'inspiration et de l'expiration de l'air dans les poumons. Lorsque le diaphragme s'abaisse, une plus grande quantité d'oxygène est absorbée. Lorsqu'il remonte, l'air contenu dans les poumons est expulsé d'un seul coup. Nos ancêtres avaient suivi une voie différente de celle des dinosaures pour s'adapter à la raréfaction de l'oxygène.
Mais ils ont eu bien moins de succès que les dinosaures. Selon les scientifiques, c'est parce que le système des sacs aériens était plus efficace que le changement de morphologie de la cage thoracique. Pourtant, une des conséquences de ce choix devait plus tard s'avérer fort utile. Observons le comportement des mammifères d'aujourd'hui. La plupart des mères, lorsqu'elles nourrissent leurs petits, tournent le torse en gardant l'abdomen sur le côté pour leur faciliter la tâche. Échappe vers la surface et on a une gigantesque fuite d'un puissant gaz à effet de serre. L'énorme éruption volcanique déclenchée par un superpanache en Sibérie avait introduit dans l'atmosphère une quantité phénoménale de dioxyde de carbone, peut-être 40 trillions de tonnes. L'effet de serre, induit par ce dioxyde de carbone, a progressivement réchauffé la planète, entraînant une terrible réaction en chaîne. Au fond des océans, l'hydrate de méthane gelé a commencé à fondre. D'énormes volumes de méthane ont été brusquement libérés. L'effet de serre du méthane est 20 fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone. Les quantités relâchées ont donc considérablement accéléré le réchauffement global. La température des océans s'est encore élevée de quelques degrés, relançant la fonte de l'hydrate de méthane enfoui. Un cycle s'est alors enclenché. La libération du méthane alimentait la hausse des températures. Elle provoquait la libération de plus de méthane qui accélérait le réchauffement global, jusqu'à arriver à une situation catastrophique. Une sorte d'hyper-effet de serre. Certainement le climat le plus brûlant que la Terre ait connu depuis au moins 600 millions d'années. Cette réaction en chaîne se poursuivait et s'intensifiait inéluctablement. La température de la Terre s'éleva brutalement de 7 ou 8 degrés autour de l'équateur et de 25 degrés dans les régions polaires. L'ensemble de la planète était devenu une véritable fournaise. Cette chaleur extrême frappa l'environnement de plein fouet. Le luxuriant écosystème qui s'était pour la première fois développé sur Terre fut irrémédiablement anéanti. Alors survint le coup de grâce qui acheva de détruire 95% de la vie animale et végétale. Une chute brutale de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère. Nous voici dans la province de Zhejiang, au sud de la Chine. On trouve ici une strate vieille de 250 millions d'années qui s'est formée au fond d'une mer de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le docteur Yugan Jin de l'Académie chinoise des sciences et le docteur Douglas Irwin du Muséum d'histoire naturelle du Smithsonian Institute travaillent ensemble sur le terrain. Ces deux chercheurs ont établi qu'exactement au moment où la vie végétale et animale disparaissait sur les continents, 95% de la vie marine s'éteignait également. Ici aussi, on constate un changement de couleur dans les strates successives. Cette fois, elle passe de blanchâtre à presque noire. Et c'est précisément à ce moment qu'a eu lieu la grande extinction.
Quelques fossiles ont été découverts ici, dans la strate qui s'est formée immédiatement après ce terrible épisode. Leur présence suggère qu'un autre bouleversement catastrophique de l'environnement se serait produit au même moment que le violent réchauffement évoqué en Afrique du Sud. Ces fossiles sont ceux de Claraya, une espèce de bivalve. Claraya est aussi fine qu'une feuille de papier et incroyablement abondante. On trouve des tapis entiers composés de dizaines de milliers de ces bivalves dans les couches du Triassique. On trouve souvent ce type de bivalve dans des milieux pauvres en oxygène, d'où on a déduit que l'abondance des individus de cette espèce pouvait indiquer un appauvrissement en oxygène au cours de la première partie du Triassique. Un mystérieux épisode de violent réchauffement serait donc survenu il y a 250 millions d'années, immédiatement suivi d'une diminution anormale de l'oxygène dans l'environnement. Seule une catastrophe exceptionnelle avait pu causer un tel désastre. En Sibérie occidentale se trouve l'un des plus grands gisements de pétrole du monde. On a fait ici une étonnante découverte. Elle nous fournit un indice quant à la nature de la catastrophe qui a entraîné l'épisode d'extinction massive. Tout a commencé. L'hydrate de méthane est enfoui sous forme congelée 1000 à 2000 mètres sous le fond des océans, à proximité des plateformes continentales. Ce carottage contenant de l'hydrate de méthane vient d'être remonté du fond océanique. Le gaz qui s'échappe ainsi est du méthane. L'hydrate de méthane se forme par une combinaison unique de méthane et d'eau. Au fond des océans, la température reste basse et le mélange est stable. Mais dès que la température s'élève, ils fond instantanément et libèrent un volume de méthane gazeux 160 fois supérieur à celui du composé d'origine. En Chine, on a trouvé la preuve que lorsque la gigantesque éruption sibérienne s'est produite il y a 250 millions d'années, l'hydrate de méthane a commencé à fondre, libérant du plancher océanique une énorme quantité de méthane. Cette couche de terrain s'est formée au moment de l'épisode d'extinction massive. L'analyse de sa composition chimique a révélé qu'à ce moment précis, un élément appelé carbone 12 avait connu une violente augmentation. Cette augmentation démontre qu'une quantité phénoménale d'hydrate de méthane avait alors commencé à fondre, car l'hydrate de méthane contient une forte proportion de carbone 12. Le docteur Paul Wignall de l'Université de Leeds en Grande-Bretagne pense que l'hydrate de méthane est le grand responsable des dégâts infligés à la vie sur Terre lors de cette catastrophe. Nous savons, grâce aux hydrates de méthane découverts sous les sédiments océaniques, qu'il suffit d'une hausse de quelques degrés de la température de l'eau pour déclencher la fonte. La glace libère alors le méthane qui s'échappe vers la surface et on a une gigantesque fuite d'un puissant gaz à effet de serre. L'énorme éruption volcanique déclenchée par un superpanache en Sibérie avait introduit dans l'atmosphère une quantité phénoménale de dioxyde de carbone, peut-être 40 trillions de tonnes. L'effet de serre induit par ce... Et voici le roi des animaux de cette époque, un terrible carnivore appelé allosaure.
les dinosaures semblent avoir été bien plus actifs que tous les autres animaux. À l'inverse, nos ancêtres étaient à cette époque devenus de petites créatures semblables à des souris qui vivaient en se cachant des dinosaures. Ils semblaient n'avoir conservé aucune trace de leur gloire passée. Comment les reptiles les avaient-ils supplantés à la tête du règne animal? C'est une des grandes énigmes que posait l'évolution de la vie après l'épisode d'extinction massive. Le docteur Mark Norrell, du Muséum américain d'histoire naturelle, est un spécialiste des dinosaures mondialement reconnu. Il s'est intéressé aux caractéristiques particulières de certains dinosaures. Ceux-ci semblaient en effet disposer d'organes spéciaux semblables à ceux qu'on trouve aujourd'hui chez les oiseaux. Ceci est une vertèbre cervicale d'un condor des Andes et sa structure est extrêmement complexe. En gros, l'avant de la vertèbre est ici. Voilà ce qu'on appelle l'épine dorsale et c'est par ce trou que passe normalement la corde neurale. Mais si on regarde en détail, on remarque que l'ensemble de la vertèbre est perforé comme une éponge de petites poches et de petits trous. C'est ici que les sacs aériens s'intégraient à l'os. Comparons maintenant avec ce fossile d'allosaure. On retrouve exactement la même chose. On a une épine dorsale haute sur le dessus, on a cette cavité ici, comblée par la roche, par laquelle passait la corde neurale. Et on a certaines de ces petites cavités pneumatiques que l'on trouve ici dans les mêmes configurations que chez le condor des Andes. Quel est donc ce système de sacs aériens dont semblent avoir été équipés les dinosaures? Aujourd'hui, on ne le retrouve que chez les oiseaux, dont on pense qu'ils sont probablement les descendants des dinosaures. Ces poches d'air sont en fait un système respiratoire unique que les dinosaures ont développé au cours de l'évolution. Dans un système